J'ai un objectif au terme de ces 15 minutes, c'est vous démontrer qu'être entrepreneur, c'est le plus beau métier du monde. Alors je vais vous raconter mon histoire. Il se trouve que je me couche en moyenne à minuit et demi et je me lève à 5 heures tous les matins. J'ai cette chance énorme de dormir à peine 4 heures, 4h30 par nuit. Et lorsque j'avais 11 ans, je me réveillais à 5 heures tous les matins. Et comme à l'époque, je prenais à peu près 1,5 cm par mois, j'avais un gros dilemme, c'est que j'avais faim. Et donc, personne m'amenait mon petit déjeuner au lit. Je n'ai jamais eu ce plaisir. Alors, à 11 ans, j'ai eu une idée. J'habitais dans la banlieue ouest parisienne. Et je me suis dit, puisque personne m'amène le petit déjeuner au lit, c'est moi qui vais créer des petits déjeuners et qui vais le livrer aux Français. Et donc, à l'âge de 11 ans, j'ai créé ma première entreprise, Nicopan. Nico, diminutif de Nicolas, Pan, le pain en espagnol. Et c'est le début de l'aventure. Pendant que mes petits camarades allaient s'amuser le samedi après-midi, le petit Nicolas, il allait faire du porte-à-porte dans la banlieue ouest parisienne, il allait prendre ses commandes, le soir, il structurait ses commandes, j'avais appelé une boulangerie, j'avais négocié mes croissants, mes pains au chocolat avec un objectif d'acheter le moins cher possible, pour, dès le dimanche matin, se faire livrer la marchandise à 4h30, préparer les commandes et livrer les clients. Cette aventure, je l'ai menée de 11 ans à 18 ans. J'avais 17 clients au début, j'en avais 800 à la fin. Je me suis offert mon premier VTT, mon premier scooter, et je me suis payé ma première voiture. Waouh! Alors vous voyez, être entrepreneur, c'est avoir une idée et avoir cette capacité de lui donner vie. C'est ce que j'ai fait avec Nicopan. Entre-temps, j'ai poursuivi mes études. J'ai atteint la 3e. J'ai eu mon BEPC, mon seul diplôme, je l'ai eu. On m'a fait doubler ma 3e, je suis passé en seconde. Pas trop mauvais dans les matières scientifiques, un peu moins dans les langues. Et puis à la fin du premier trimestre, on me rend mon contrôle de chimie, et là je me prends un 2 sur 20. Je suis allé voir, j'étais délégué de classe, je suis allé voir ma prof principale, je lui ai dit, écoutez madame, à compter de cet instant, je quitte le système éducatif français, il se refuse à moi, je me refuse à lui, je rentre dans la vie active. Ciao l'éducation nationale. Je dis au revoir à l'éducation nationale, je passe très vite parce que je n'ai que 15 minutes, je rentre dans le secteur de l'automobile, je passe vendeur, je deviens directeur commercial au bout d'un an, il se trouve que j'avais quelques prédispositions pour vendre. Et à l'âge de 19 ans, je crée ma première entreprise véritable, un cabinet de conseil en ressources humaines. On va me dire, putain, il passe des croissants à la vente de voitures en passant par les RH, faut le faire. Eh bien oui, je débute dans un petit bureau de 10 mètres carrés. Je monte ma société, j'ai une idée. On me parle de l'euro et de l'an 2000. Impact sur les systèmes d'information, je vais faire un cabinet de conseil en recrutement spécialisé exclusivement dans les systèmes d'information. Il y avait 1500 cabinets qui existaient en France. Je me suis dit, je vais innover, je prends les bonnes idées des concurrents, je dépoussière tout ça, une dose d'innovation, je tiens le rang et je fonce. Et la petite entreprise est née. Et je travaille 15 heures par jour, j'enchaîne. Puis il me fallait un peu de maturité, j'embauche un premier chômeur, un ancien directeur informatique, pour amener un peu de matière grise. Puis j'embauche une deuxième consultante, une psychologue du travail, 52 ans au chômage, je l'embarque avec moi. Et moi je prospecte, je ramène le business, et eux ils produisent. Et c'est le début de l'aventure Solic. Et chaque année, c'est 45% de croissance par an. Dès ma première année, j'étais rentable et je gagnais de l'argent. Et j'embauche 2 salariés, puis 5, puis 10, puis 20. Et puis c'est les rêves de grandeur. J'ouvre Paris, Lille, Nantes, Besançon, Quimper. Presque. Mais mon cher ami, j'ai fait mieux que Las Vegas. J'ai ouvert à Alger. C'était pas préparé. Je me suis attaqué à l'international. J'ai ouvert Genève, grande banque, grandes assurances, donc gros système d'information. Puis ensuite, mes clients m'ont dit, on n'a personne au Maghreb, il n'y a pas de cabinet RH, personne ne veut aller en Algérie. Je suis parti en Algérie, j'ai découvert cette ville incroyable.
Je suis revenu plein d'énergie, j'ai monté ma filiale à Alger et j'ai créé des emplois, de la richesse en Algérie. Et c'est solide. Et puis on passe la barre des 50 salariés, 60, 70, 80, 90. Mon cabinet à ce moment-là fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de résultats nets par an, plus de 45% de croissance pendant 10 ans. J'ai 92 collaborateurs, j'emmène tout ce petit monde à Vittel, au Club Med, team building, et je présente le projet d'entreprise pour les 4 ans à venir. On est en juin 2008. Nous partons en vacances, tout se passe à peu près correctement, et il y a une date, le 15 septembre 2008. Et le 15 septembre 2008, je me réveille à 5 heures du matin avec Stéphane Soumier sur BFM. Et Stéphane Soumier annonce « Nous avons la plus grosse faillite de toute l'histoire. Je vous annonce la faillite de la banque américaine Lehman Brothers. » Bon, Stéphane, il n'y avait pas le moral. Moi, je me lève. On était sur un rythme de 68% de croissance au cours de la dernière année. Je venais de racheter 3 cabinets. Je venais d'apporter mes cautions personnelles à hauteur d'1 200 000 € auprès de mes 2 partenaires financiers. Très honnêtement, j'étais confiant. J'arrive au bureau. 9h30, le téléphone sonne. Une grande banque française m'appelle. Nicolas, réunion de crise ce matin. On avait 11 contrats avec l'entreprise. On est obligé de tout annuler. On ne sait pas ce qui se passe. On est obligé de tout geler. 14h30 l'après-midi. Le groupe ArcelorMittal. J'avais 3 consultants à temps plein. Panique générale. On arrête tout, on gèle tout. Vous êtes patron, prenez les mauvaises nouvelles, prenez vos équipes, vous réorganisez, vous expliquez. Et puis ben voilà, ça fait partie du lot. Le seul problème, c'est que le lendemain, j'ai eu un 3e appel, puis le surlendemain, un 4e, puis la semaine d'après, puis le mois d'après. Et en 2 mois, j'ai perdu 55% de mon chiffre d'affaires. J'ai appelé ça le tsunami. Et là, vous prenez la vague, et il y a quelque chose que vous ne comprenez plus. Il y a 10 années de croissance, de résultats, de bénéfices durant 10 ans, une expérience incroyable, et en 2 mois, votre entreprise qui faisait 1 million d'euros et 100 000 € de résultats par mois, fait 450 000 € de chiffre d'affaires et perd 350 000 € par mois. En juin 2008, j'avais 2,5 millions d'euros de trésorerie sur mes comptes bancaires. Alors il a fallu accuser le coup. Je l'ai pris, et je suis parti au combat. J'ai baissé ma rémunération de 40%. J'ai réuni mes actionnaires, j'aurais demandé de baisser leur salaire de 20%. J'ai réduit drastiquement les frais généraux. J'ai rendu nos grosses voitures que nous avions au comité de direction. J'ai rendu toutes les voitures. Et puis j'ai réduit les coûts. Puis ça n'a pas suffi. Souvenez-vous de cette crise. Nos amis anglais faisaient la queue dans leurs banques pour aller chercher leurs livres sterling de peur que les banques n'aient plus de liquidité. Toute la presse annonçait l'effondrement, l'écroulement de l'Europe. C'est la Grèce, l'Italie, l'Espagne et après la France. Et on se prend les mauvaises nouvelles. Les banques coupent les comptes bancaires. Et là, je suis obligé de faire ce que j'ai vécu de plus difficilement dans mon entreprise. J'ai dû procéder à des licenciements économiques. J'ai dû faire une première vague. Ça n'a pas suffi. J'ai dû faire une 2e vague, puis une 3e, puis mettre en place le chômage partiel. Et là, toute l'entreprise a basculé d'une PME en forte croissance obtenant des résultats exceptionnels depuis 10 ans, et en moins de 9 mois, cette entreprise avait perdu 2/3 de ses effectifs, de son volume d'activité et au final de ses implantations géographiques. Et il a fallu se battre, il a fallu tenir le coup. Les équipes étaient littéralement déstabilisées. Il a fallu tenir. Il y avait l'aspect personnel, il y avait aussi l'aspect professionnel, marié, 2 enfants, ma petite femme qui attendait notre 3e enfant. Tout ça a été des moments extrêmement pénibles, extrêmement difficiles. Et puis, en mars 2009, il a fallu se rendre à l'évidence. Mon conseil me voit et me dit « Nicolas, on n'a pas d'autre choix, il faut déposer le bilan ». Et là, j'ai dit à Patrice Frovaux, mon conseil, j'ai dit « Patrice, tu me demandes à moi, Nicolas Doucerin, de déposer le bilan, moi qui ai toujours réussi ?» Il me dit « Écoute Nicolas, si tu veux te laisser une chance éventuellement de rebondir, il faut que tu aies le courage de déposer à temps. » Et donc, le 30 juin 2009, j'ai pris la décision de déposer le bilan de mon entreprise. Et à ce moment-là, mon conseil me dit « Tu sais, ça va être très compliqué. Lorsqu'une entreprise dépose le bilan en France,
il n'y en a que 2,5% qui arrivent à valider un plan de continuation et qui s'en sortent. Enfin une bonne nouvelle. Putain, ça fait 9 mois que j'ai la tête dans un étau, je n'y vois plus clair, et mon conseil est en train de me dire qu'il y a une porte de sortie. J'arrive, je fonce au bureau, je réunis mes 32 collaborateurs. Je leur dis, écoutez, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, vous ne vous inquiétez pas, je viens de déposer le bilan, vous ne serez pas payé à la fin du mois, ça va être décalé d'un mois, mais vous inquiétez pas, 2,5% des boîtes peuvent s'en sortir, Solic fera partie de ces 2,5%. Il me dit complètement barge, celui-là. Il a pété les plombs, c'est terminé. Et là, je prends mon courage à deux mains. Je bâtis mon projet d'entreprise à 6 mois. Je remobilise toutes les équipes. Je lance les projets. Je demande à tout le monde de travailler, de suivre la direction. Il y avait un point de lumière. J'ai dit à tout le monde, vous suivez le cap que je fixe. Si vous suivez le cap, nous y arrivons. Et toutes les semaines, le vendredi soir, pendant un quart d'heure, je communiquais sur les résultats, la situation de trésorerie, où est-ce qu'on était. La moindre bonne nouvelle était fêtée. C'était pas au champagne, c'était au champomis. Mais on fêtait ça tous les vendredis. Et on s'est battus comme des fous. On a passé 6 mois durant la période d'observation. Et au terme de ces 6 mois, je suis arrivé devant le tribunal de commerce de Nanterre. Et le président m'a regardé, m'a dit, vous savez, monsieur Doucerin, il me dit, je crois qu'en 30 ans, au tribunal de commerce de Nanterre, on n'a jamais vu une entreprise se redresser de manière aussi spectaculaire. Parce que franchement, faire 3,5 millions d'euros de pertes, dégager durant la période d'observation 250 000 euros, avec une dette colossale et être en capacité de rembourser et de vous remettre à flot, très honnêtement, on n'a jamais vu ça. Vous sortez avec les félicitations. Et là, lorsque je suis sorti, il y avait évidemment, vous l'imaginez, beaucoup d'émotions, parce que c'est 15 mois de combat, ça a été extrêmement difficile. Je suis sorti avec mes délégués du personnel, il y a eu un espèce de soulagement, et je suis reparti au combat. J'ai pris mon téléphone, et j'ai appelé l'un de mes salariés qui était licencié, qui était dans le prochain plan. Et ce salarié, il s'appelle Florent Papin, c'est un brillant Sciences Po normalien. Brillantissime. J'appelle Florent et je lui dis, écoute Florent, la nature t'a donné des qualités exceptionnelles. C'est celle d'être écrivain. Le seul problème, c'est que tu n'as aucune histoire à raconter. Moi, je suis autodidacte, je n'ai aucune compétence. Par contre, j'ai une histoire exceptionnelle. Et cette histoire, c'est ma petite entreprise a connu la crise. Et je lui dis, on a démontré au tribunal qu'en mobilisant tout le monde, en acceptant l'échec, en acceptant la difficulté, en acceptant de mettre les 2 genoux à terre, on pouvait toujours s'en sortir. Et j'ai dit à Florent, en 2 mois et demi, on va faire ce bouquin, on va s'exposer devant la France entière, on va communiquer, on va expliquer que l'échec est quelque chose de nécessaire pour progresser, et on va faire ce bouquin ensemble. Et effectivement, on a fait ce bouquin il y a déjà 3 ans, il s'est déjà vendu à plus de 15 000 exemplaires, il se vend encore plus aujourd'hui qu'il ne se vendait à l'époque, parce qu'on continue, on mène ces conférences, et le message que je voulais vous faire passer ce soir, parce que la conclusion de tout ça, c'est qu'au final, être chef d'entreprise, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Merci à vous.